Bienvenue, je m'appelle Pierre Lebel, je suis l'agent d'éducation régionale pour la région de la Capitale-Nationale pour la FPC. Alors, je vais être là un peu, je vous parle pendant quelques minutes, après ça, je vais disparaître derrière puis laisser la place à mes collègues. Mais on va commencer par vous montrer les particularités de GoToWebinar. Alors, comme je le disais, si vous m'entendez, si vous me voyez, puis si vous voyez la diapositive Bienvenue réglages, ça veut dire que tous vos réglages sont parfaits. Alors, enlevez vos mains de la souris puis laissez le bon temps rouler, comme dirait Zachary Richard. Mais sinon, si vous avez des problèmes, si vous ne voyez pas, si vous ne m'entendez pas, vous avez des réglages dans. Alors, le panneau de contrôle peut être ouvert ou fermé par la petite flèche rouge ou orange qui est à. Alors, si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir votre panneau. Si vous cliquez à nouveau dessus, vous allez le fermer. Vous avez le contrôle du son, donc c'est dans la partie audio. Vous pouvez, si ma voix est trop forte ou pas assez, cliquez sur contrôle du son. Vous allez pouvoir modifier, bouger le curseur de votre son. Si pour toutes sortes de raisons, vous avez un équipement vous n'avez pas choisi le bon équipement, avec le menu déroulant, vous pouvez choisir si vous avez un casque ou si c'est le haut-parleur de votre ordinateur qui vous donne le son, vous pouvez choisir le bon réglage. Ensuite, vous avez accès, pour l'instant, les microphones des participants sont désactivés, mais quand ce sera la période de questions, on vous permettra bien sûr de poser des questions. Vous avez dans l'onglet Documents distribués, vous avez la copie PDF du PowerPoint qui va être utilisée. Donc, si vous voulez le télécharger, vous pouvez le garder. Le webinaire est en français. Alors, toutes les interventions, toutes les présentations sont en français. Le webinaire sera enregistré, il sera disponible là, dans quelques jours. Si jamais vous pouvez le partager, tout ça, il sera disponible. Dans le panneau de contrôle, vous avez aussi la boîte de questions. Alors, c'est là, si vous voulez avoir des questions, vous pouvez en commentaire, vous avez juste à le taper dans la boîte, vous nous l'envoyez. C'est seulement que les organisateurs qui voient les questions. Alors, ce qu'on fait, nous, quand ce sera la période de questions, on regarde les questions dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées, puis si vous êtes d'accord, on vous donnera la parole pour vous permettre de poser la question ou on la transmettra aux panélistes et ça fonctionnera comme ça. Alors, je pense qu'en termes de réglage, c'est tout beau. Alors, je regarde dans la boîte de questions, dans le chat, puis je vois que pour l'instant, on a des messages de bienvenue, mais il n'y a personne qui semble avoir de problèmes techniques. Alors, moi, je vais me fermer pour l'instant, puis je vais laisser la parole à Isabelle pour le reste de la présentation. À toi, Isabelle. Merci beaucoup, Pierre. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Bien contente d'être avec vous. Mon nom, c'est Isabelle Renaud. Moi, je suis la responsable de l'éducation à la FPC Québec. Et merci d'être avec nous pour le webinaire en français sur le Fonds de justice sociale. Depuis le début de la pandémie, on commence à être habitué à faire de la formation à distance. On commence à être pas mal bon là-dedans. Mais il y a quand même des petits défis qui s'imposent à nous quand on veut faire des reconnaissances territoriales, par exemple. Comme là, on est chacune devant notre écran un peu partout au Canada. Mais sachez que moi, je me trouve à Terrebonne. Terrebonne, c'est sur un territoire traditionnel non cédé de la nation iroquoienne, territoire qui était reconnu comme un lieu de rassemblement et un lieu d'échange. Si vous voulez savoir sur quel territoire vous vous trouvez, il y a un site fabuleux qui s'appelle nativeland.ca. Je vais mettre la référence dans le chat un peu plus tard. Vous allez pouvoir rentrer votre adresse dans le moteur de recherche et savoir sur quel territoire vous vous trouvez également. On vous invite à le faire, c'est intéressant de savoir ça. Ceci étant dit, sous le thème de la solidarité syndicale sans frontières, ce qu'on vous propose en cette belle fin d'après-midi, c'est de participer à une conversation sur plusieurs enjeux qui sont au cœur du Fonds de justice sociale. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, qu'est-ce que les membres de l'AFPC font pour faire progresser la justice climatique au Québec, au Canada et dans le monde? Si on regarde plusieurs pays, est-ce qu'il existe des liens entre les injustices, par exemple, qui sévissent au Canada, au Chili, au Guatemala? Et aussi, pourquoi on va réfléchir à pourquoi la formation puis les échanges entre les travailleurs puis les travailleuses sont essentiels pour construire une véritable solidarité syndicale.
Puis en trame de fond, évidemment, on va voir l'importance que revêt le Fonds de justice sociale pour l'AFPC, pour notre syndicat. Maintenant, je vais passer la parole à Pierre qui va vous poser des petites questions concernant le Fonds de justice sociale, puis ensuite je vais revenir avec vous. Je te passe la parole, Pierre. Merci beaucoup. Alors, on a un petit sondage, une seule question. C'est pas très compliqué. Vous allez voir, vous avez l'occasion d'y répondre en cliquant sur la réponse. Le sondage va apparaître à votre écran dans un instant dès que voilà. Alors, on va vous demander quel est votre niveau de connaissance des activités du Fonds de justice sociale. Alors, je lance le sondage. Donc, logiquement, vous devriez voir une fenêtre bleue dans laquelle quel est votre niveau de connaissance du travail du Fonds de justice sociale. Alors, ça va de aucune connaissance jusqu'à très élevé. Et c'est temps de voter. Je vois que, bon, je pense que nos instructions techniques ont été bonnes parce que je vois déjà que ça vote beaucoup. J'ai 92% des participants qui ont déjà voté. Alors, je pense qu'il y a des nouveaux participants qui viennent de se joindre qui n'ont pas encore voté. Alors, je vous donne encore une dizaine de secondes. Alors, vous cliquez sur l'une des réponses et ça va nous permettre d'avoir une idée et voilà, je viens de dépasser le 92%. Donc, dans ce temps-là, ça veut dire que c'est bon. Alors, on partage les résultats. On regarde un peu. Donc, vous voyez, 25% ne connaissent pas du tout le Fonds de justice sociale, 42% un petit peu, 17% est moyen et élevé. Puis, il n'y a pas à part Louise qui ne pouvait pas voter et Laura, il n'y a personne qui a une connaissance très élevée du Fonds de justice sociale. Alors, merci, ça va nous aider, ça va aider nos panélistes à préparer, à présenter, à ajuster leur présentation. Alors, à toi, Isabelle. Merci, Pierre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je veux faire, c'est vous présenter nos deux formidables collègues qui travaillent pour faire rayonner le Fonds de justice sociale et j'ai nommé Louise Kesselman et Laura Avalos. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est merci pour votre implication et on est vraiment très fiers de travailler avec vous. Et maintenant, je crois que ça serait le temps de passer la parole à Laura pour qu'elle puisse vous expliquer plus en détail le Fonds de justice sociale. À toi la parole, Laura. Bonjour, hola, merci Isabelle, merci Pierre. Je tiens aussi à souligner que les terres sur lesquelles je travaille et je vis font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Eh bien, comme tu l'as un peu mentionné, Isabelle, cette année n'a pas été normale et malgré tout, j'espère qu'elle a été, même avec tous les défis, j'espère que ça a été l'occasion de réfléchir davantage à notre rôle individuel et collectif en tant que syndicat mobilisé pour la justice sociale. Et ça tombe bien, car cet après-midi, ce soir, dépendamment où vous êtes, nous aurons une conversation sur ce que font les membres de la FPC, vos collègues, pour faire progresser la justice climatique au Canada et dans le monde, les droits de la personne au Chili et les droits des Autochtones au Guatemala. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on prenne une petite seconde, quelques dizaines de secondes, pour qu'on s'imagine qu'on est tous ensemble en ce moment dans le même salon ou autour d'une même table avec une bonne tasse de café équitable, café Justicia de préférence, pour échanger nos idées, nos expériences et apprendre l'un de l'autre. Êtes-vous prêts? Êtes-vous confortable? Oui? Super, on commence. Alors, première question, et je suis contente, le sondage me démontre que cette question est très pertinente. Qu'est-ce que c'est ça, le Fonds de justice sociale de l'Alliance de la fonction publique du Canada? Mais j'aimerais mentionner que le mouvement syndical a depuis longtemps joué un rôle important pour combattre les inéquités sociales et économiques qui nuisent aux travailleuses et travailleurs et aux populations, tant qu'au Canada qu'ailleurs dans le monde. Et c'est pour ça qu'en l'année 2003, le Conseil national d'administration de l'AFPC a créé le Fonds de justice sociale comme l'une de ses contributions à ce combat. Par la formation, la mobilisation et l'autonomisation, le Fonds soutient le rôle que vous, les membres, jouez pour bâtir des collectivités plus justes, plus équitables et plus durables, tant qu'à l'échelle nationale qu'internationale. Donc, le Fonds, en résumé, appuie des initiatives de justice sociale autant au Canada qu'à l'international.
Et c'est aussi pour cela que le Conseil national détermina 5 domaines prioritaires qui sont les suivants. L'aide humanitaire au Canada et à l'étranger. 2. La lutte contre la pauvreté au Canada. Le développement syndical international. 4. Les échanges entre travailleurs et travailleuses. Et finalement, de la formation des travailleurs et travailleuses au Canada et à l'étranger, comme on fait en ce moment. Mais maintenant, vous vous demandez comment ça marche, ça, le Fonds de justice sociale. Bien, en ce qui concerne la gouvernance, le fonds est constitué en tant qu'entité juridique distincte en vertu de la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Donc, elle est enregistrée comme une organisation à but non lucratif. Et ce sont les membres du Conseil national de la FPC qui tiennent une assemblée générale des membres et c'est lors de cette assemblée que les 4 membres du comité directeur sont élus. Ce comité se réunit environ 4 à 5 fois par année pour établir les lignes directrices des programmes et approuver les projets qui sont soumis au fonds. Alors, comment le fonds est-il financé, vous demandez? Bien, si on revient à nouveau à 2003, ce sont les délégués au Congrès national triennal de la FPC qui ont décidé de faire du fonds une priorité de négociation pour toutes les unités, puis ceci afin d'en assurer la pérennité. Eh bien, jusqu'à présent, nous avons réussi à négocier d'inclure une clause sur le fonds auprès de 93 unités à travers le Canada. Mais la taille des unités varie énormément. Elles vont de conseils de hameaux à des commissions du logement dans le Nord et peuvent être aussi grands comme un employeur pan-canadien comme Post Canada. Et les méthodes de cotisation au fond varient aussi selon la nature de l'unité de négociation. Mais en résumé, il existe 3 catégories de contributions. Le premier exemple ici qu'on a, c'est les contributions exclusivement du personnel, c'est-à-dire c'est juste les employés qui contribuent. Et dans cet exemple qu'on a sur la diapo, on a la convention collective entre le syndicat des travailleurs du Nord et le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. On les salue. Deuxième exemple est des contributions mixtes entre le personnel et les employeurs. Donc ici, c'est des contributions conjointes. Et dans cet exemple qu'on vous illustre, on a l'entente entre le syndicat des employés du Nunavut et le hameau de Pond Inlet. Et troisièmement, on a des contributions qui sont exclusivement de l'employeur. Donc, dans cet exemple, on met l'entente voici l'entente entre le syndicat des employés des postes et communications et avec Post Canada. Alors, si vous êtes curieux, vous pouvez trouver la liste complète des unités qui contribuent au fonds sur le site web national sous la section du Fonds de justice sociale. Mais, quel que soit le montant ou le mode de contribution, toutes les contributions comptent et sont grandement appréciées. Et vous, les membres, vous vous êtes exprimés et vous voulez faire votre part pour changer la société, que ce soit sur la scène locale, nationale ou internationale. Et ceci m'amène au cœur du webinaire d'aujourd'hui. Je cite un des anciens participants du fonds, Matt Arsenault, membre du syndicat de l'emploi et de l'immigration au Canada. Il a dit dans sa réflexion, « Le Fonds de justice sociale m'a ouvert les yeux sur ce qui se passe et m'a fait voir où je peux faire une différence. Parce qu'en fin de compte, c'est possible. » Et c'est avec cette pensée que nous vous présentons 3 histoires et enjeux qui sont importants pour le Fonds de justice sociale. Alors, on commence au Chili. Il y a un an, environ un petit peu plus d'1 an, en octobre 2019, on a assisté à un incroyable soulèvement d'étudiants et d'étudiantes au Chili contre le gouvernement d'extrême droite de Piñera, un disciple de l'ancien dictateur militaire Pinochet. C'est aussi en octobre, le 31 octobre, que plus d'1 million de personnes ont pris part à la plus grande manifestation au Chili depuis le rétablissement de la démocratie. Et en plein milieu de cette crise, il y avait avec un appui du fonds, une délégation d'universitaires, de syndicats québécois et de membres de l'Assemblée nationale du Québec s'est rendue au Chili pour analyser la situation des droits de la personne dans le pays. Leur visite a été organisée par un des partenaires clés du fonds et que le fonds appuie, CODEPO. Cette organisation représente le personnel juridique et médical qui a fourni un soutien crucial aux étudiants pendant la répression. Alors, je vous invite maintenant à visionner un court extrait de 2 minutes du vidéo reportage
réalisé par la délégation québécoise. En 2019, la situation au Chili a complètement explosé. Le 18 octobre, il y a eu l'annonce d'une augmentation du prix du billet de métro. Et là, ça a complètement fait exploser l'affaire. Les lycéens et les lycéennes ont refusé de payer. Ils sautaient par-dessus les tourniquets. Ils ont été durement réprimés. Et après ça, la population est largement sortie manifester pour les appuyer. Le président a déclaré l'état d'urgence pour 10 jours. L'armée est allée dans les rues. Il y a eu des répressions, des violences qui ne se sont pas vraiment arrêtées depuis ce temps-là. Évidemment, les gens ne sont pas sortis dans les rues uniquement à cause de l'augmentation d'un prix de billets de métro. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Il y avait un contexte politique, un contexte économique, un contexte social qui a justifié ça et qui était enraciné depuis très longtemps. El origen del golpe militar. El golpe militar vino a implantar a sangre y fuego un modelo neoliberal, un modelo que no se puede construir sin empobrecer a la población, un modelo económico que para traspasarle grandes cantidades de dinero al sector privado requiere de precarizar la salud, la educación, la vivienda, y sin esta dictadura, sin la complicidad de todos los partidos que están con este modelo y la constante violación de los derechos humanos, no es posible mantener este sistema de desigualdad que finalmente hizo que la gente despertara y dijo ya no más. Après 3 mois de manifestations partout au pays, le gouvernement chilien ne semble pas prendre en considération les demandes du peuple. Au contraire, il met en marche des mesures de répression pour intimider et faire taire les manifestants. C'est une crise humanitaire que certains appellent terrorisme d'État. Lo que yo podría señalar es que se refiere a la situación en la que el Estado, que tiene la fuerza armamentaria, la de represión y dispersión, utiliza todos sus recursos para vulnerar los derechos humanos y en el fondo para poder imponer lo que es una ideología política. En ese sentido de cosas, Chile viene viviendo un terrorismo de Estado desde mi punto de vista, desde que empieza todo este estallido social, que desde el 18 de octubre en adelante, esto no solo tiene que ver con fuerza física, sino que también se refiere a todo lo que es la violencia psicológica y la represión que el pueblo chileno viene viviendo hace más de 40 años. Merci. Bien, on aurait aimé continuer à voir le reste, n'est-ce pas? Mais avec ce court extrait, on a voulu partager un peu ce que la délégation québécoise a vu et documenté sur les nombreux cas de violation des droits de la personne au Chili. Ce travail de documenter et d'accompagnement en tant que témoin est un travail important que le Fonds appuie depuis ses tout débuts et qui continue d'être pertinent et grandement apprécié par nos camarades, nos alliés, les défenseurs et défenseuses des droits de la personne à travers le monde. Donc, parallèlement, en même temps que toute cette crise politique, sociale avait lieu au Chili, avait en même temps la 25e conférence des Nations Unies sur le changement climatique en train de s'organiser, connue comme COP25. Et de façon intéressante, la COP25 devait avoir lieu au Chili, mais comme on a pu voir par ce court extrait, la répression a été si brutale et la crise sociale généralisée paralysa complètement le gouvernement à un tel point que la conférence a dû être déplacée à Madrid, ce qui a eu un impact direct sur la délégation officielle syndicale dont l'AFPC faisait partie. Sur un autre front, le Fonds appuya aussi des jeunes travailleurs et travailleuses membres de l'AFPC à participer à la 13e délégation d'éducation à l'œuvre au Guatemala. Ce projet, qui est très en général connu par les membres de l'AFPC, est organisé tous les ans depuis 2007 en collaboration avec des organisations de solidarité comme Education in Action et le Comité paysan des Hautes-Terres du Guatemala, le CCDA. Durant leur séjour au Guatemala, les membres de l'AFPC rencontrent des communautés autochtones, des organismes de la société civile qui réclament la justice et le respect des droits des peuples autochtones, l'accès à la terre et l'autonomisation des femmes. Mais vous me dites, comment ces histoires, ces enjeux sont-ils interreliés? Bien, c'est ici, maintenant que j'invite nos deux panélistes, Caroline Couture et Frédéric Conradi, à partager avec nous leurs histoires, ce qu'elles ont vu, entendu, et nous aider à faire ces liens. Tout d'abord, on va commencer avec Caroline Couture. Grâce à l'appui, comme on mentionnait, du Fonds de justice sociale,
l'AFPC a pu envoyer sa toute première déléguée à la COP 25, qui a été déplacée à Madrid. Et c'est Caroline qui nous a représentés. Elle fut aussi accompagnée de représentants du CTC, de la FTQ et de la CSI. Caroline est aussi membre de l'exécutif de la section locale 17751 à l'Université de Montréal, le CERUM. Et elle est membre du comité environnement et développement durable et transition juste de la FTQ. J'invite Caroline maintenant à prendre la parole. Merci Laura. Donc, comme Laura le disait, j'ai participé à la COP 25, COP pour Conference of Parties. En fait, on fait référence aux États, mais il y a aussi 9 constituantes là, qui sont impliquées dans les négociations d'entente, dont les syndicats, comme Laura le disait, le CTC, donc le Congrès du travail du Canada, et la CSI, qui est la Confédération syndicale internationale. Les COP, en fait, c'est des conférences annuelles qui sont organisées par l'ONU, spécifiquement par le UNFCCC, qui est le United Nations Framework on Climate Change. Puis ça porte sur les changements climatiques, comme ça a été mentionné. Cette organisation-là est née en 1994 à la suite d'un engagement au Sommet de la Terre tenu à Rio en 92. Puis depuis ce temps-là, il y a des COP là, qui se font annuellement, mais il y en a certaines là, qui ont été charnières, qu'on a entendu un peu plus parler, dont celle de Kyoto, où il y a le protocole de Kyoto qui a été signé, puis l'accord de Paris. Donc, suite à ça, en fait, je vais vous présenter un petit peu comment ça se déroulait là-bas. Donc, j'ai été présente à Madrid durant 2 semaines. C'est sûr que c'était ma première COP. C'est quelque chose de quand même intense et de complexe là, quand c'est notre première COP. On peut autant assister à des négociations entre les États qu'à des séries de conférences, des formations, des événements formels et informels aussi de réseautage, de lobbying entre syndicats, avec les ministres et les députés, puis avec des différents groupes de la société civile québécoise. Puis, parallèlement au COP, il y a des activités parallèles là, de la société civile, dont le forum, le sommet social sur le climat. Pour vous résumer mes impressions, conclusions sur la COP, en fait, c'est sûr que, bon, par rapport aux négociations, là, il y a quand même des textes qu'il fallait maîtriser, là, que c'était difficile à suivre là, quand c'est une première COP. Mais sinon, dans les conférences qui portaient sur différents sujets, biodiversité, énergie et tout ça, c'est sûr que je trouvais que c'était beaucoup des personnes convaincues qui étaient attirées par les différents sujets qui étaient présentés. Les COP comme telles, là, on assiste à un exercice diplomatique extraordinaire et essentiel là, pour tenter de faire avancer des pays qui sont un petit peu moins proactifs. Puis, c'est sûr que ce qui ressort de toutes les conférences auxquelles j'ai assisté, c'est que la crise climatique est avant tout une crise sociale. Puis, ça fait ressortir l'importance que les syndicats continuent à défendre le bien commun, puis l'intérêt des plus démunis. Je vous lirai 2 citations là, qui résument bien les conclusions de la COP. Comme je disais, là, je préférais prendre des citations de gens là, qui étaient quand même bien habitués avec le processus. Par exemple, la FTQ, à la fin de la COP, elle a demandé à ce que la voix de milliards de personnes soit entendue. Et je cite, « Nous ne pourrons pas régler cette crise climatique en la transformant en crise sociale. Nous exigeons un cadre robuste dans lequel la transition juste pourra s'opérer. Les travailleurs et les travailleuses, ainsi que leur communauté, doivent être au cœur des solutions. Seul un dialogue social où chacun a une voix égale nous permettra de sortir de cette crise. » Bien que les États aient manqué de répondre à l'appel, la FTQ se joint à toutes les composantes de la société civile pour mettre en œuvre une véritable transition énergétique. Donc ça, c'était Denis Bolduc, qui est secrétaire général de la FTQ. L'autre citation, c'est une citation de Catherine Abreu, qui est directrice générale du Réseau Action Climat Canada, là, qui coordonnait vraiment sur place des rencontres quotidiennes là, en différentes organisations. Puis je trouvais qu'elle était bien placée pour avoir un regard complet là, sur la situation. Donc, ce qu'elle disait à la sortie de la COP, c'était que la COP a laissé tomber les populations,
Ces négociations climatiques devaient mener à des engagements renouvelés, à des cibles plus ambitieuses et à un financement pour les pays les plus vulnérables qui vivent déjà les conséquences de la crise climatique. Les négociateurs et négociatrices devaient proposer des règles robustes sur les marchés du carbone pour assurer la mise en œuvre de l'accord de Paris en respect des droits de la personne et des droits des peuples autochtones. Les négociateurs ont failli à leurs obligations envers des millions de personnes partout dans le monde qui exigeaient une réelle justice climatique. À cette COP, les plus grands pollueurs et les pays avec la plus grande responsabilité historique ont pu mettre de l'avant leurs agendas politiques individuels au lieu de protéger notre avenir collectif. Donc, ça n'a pas été la COP la plus concluante. Depuis la COP, en fait, je suis toujours dans le comité environnement et développement durable de la FTQ. Puis, ce qu'on souligne souvent, c'est qu'au Québec, on assiste quand même à une collaboration grandissante entre les syndicats et les groupes environnementaux, là, ce qui n'était pas naturel là, il y a quelques années. Puis, pour ça, le Québec est souvent mis de l'avant par rapport à ça. Par exemple, comme je disais tantôt, le réseau Action Climat, là, qui était très organisé à la COP, regroupe une centaine d'organisations, dont Environnement Jeunesse, la FTQ, Équiterre et la Fondation David Suzuki. Puis, la FTQ aussi fait partie du Front commun pour la transition énergétique. Donc, là aussi, c'est une autre organisation où on voit les syndicats et les organisations, les groupes environnementaux se côtoyer. Donc, les activités se poursuivent. Il y a un collectif qui s'organise pour la COP26 actuellement, en collaboration avec la FTQ, la COSI et Oxfam, entre autres. Actuellement aussi, depuis la COP, on a beaucoup entendu parler de relance économique, là, relance post-pandémie. Puis il y a des principes qui ont été développés là, à travers et signés par différentes organisations à travers le Canada pour parler de relance juste. Donc, comment la relance juste est définie? Elle vise en fait à donner la priorité à la santé et au bien-être des populations sans exception, à renforcer le filet social et à fournir de l'aide à la population, à donner la priorité aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'à leur communauté, à renforcer la résilience pour prévenir de futures crises, à renforcer aussi la solidarité et l'équité entre les communautés et les générations au-delà des frontières, puis à respecter les droits des peuples autochtones et travailler en partenariat avec eux. Il y a un nouveau concept aussi là, qui est en développement, comme je pourrais dire. En fait, j'ai vérifié dernièrement, puis le concept d'antiracisme devrait apparaître sous peu sur la page de la relance juste, mais ce n'est pas encore disponible. Pourquoi on parle d'antiracisme ici? Ça a été un petit peu mentionné tout à l'heure, mais quand on parle du système actuel, du système néolibéral, on pense en fait que le développement économique se fait au détriment des services à la population, de la santé et du bien-être commun. Donc, en fait, c'est un petit peu, on fait un petit peu référence ici au colonialisme et comment l'économie a été développée au détriment de certaines populations. Là. Donc, la relance juste, dans les faits, on souhaite qu'elle transforme nos systèmes pour faire face à la crise climatique, à l'inégalité croissante et au racisme systémique. Nous pouvons consacrer l'argent et les ressources dont nous avons tant besoin à l'éducation, aux soins de santé, au logement pour tous et à d'autres services communautaires essentiels. Donc, on vise à construire un mouvement ancré dans les besoins des plus opprimés et des plus vulnérables par la relance juste. Voilà. Alors, juste la parole à Laura. Merci Caroline. Vraiment, ta présentation me fait penser à nos alliés au Guatemala. Justement que le lien avec le réchauffement climatique et la crise climatique. Et on a vu les conséquences tout récemment. En novembre dernier, le Guatemala a fait face à 2 ouragans monstres consécutifs, les ouragans Eta et Iota. Puis, comme tu l'as mentionné, selon plusieurs experts, cette saison d'ouragans fut très destructrice et exacerbée par le réchauffement climatique. Puis, malheureusement, comme ça l'arrive trop souvent, ce sont les populations qui contribuent le moins au changement climatique qui en subissent les plus grandes conséquences. Et le lien que tu fais entre l'urgence pour la justice climatique et une transition économique est super évident. Alors, merci Caroline pour ta présentation. On va revenir à toi un peu plus tard. Maintenant, en parlant du Guatemala, j'invite maintenant Frédéric Conradi à partager avec nous. Frédéric a été au Guatemala juste avant les frontières ferment en mars 2020 et
Elle est déléguée syndicale et membre de la section locale Yukon 018 du syndicat des employés du Yukon. Elle est également la directrice des jeunes au sein du conseil exécutif du syndicat des employés du Yukon et tout récemment, elle est devenue la secrétaire du comité jeunesse de l'AFPC Nord. Alors, comme je mentionnais, Frédéric a participé à la 13e délégation, l'éducation à l'œuvre, et elle est revenue juste avant que les frontières soient fermées par la pandémie. Et maintenant qu'elle est de retour, Frédéric va nous parler de ce qu'elle a vu, entendu et appris au Guatemala, notamment sur l'enjeu de la lutte pour la reconnaissance des droits autochtones et la souveraineté alimentaire. À toi la parole, Frédéric. Merci, Laura. Donc, en mars de cette année, avec le Fonds de justice sociale et le projet Éducation à l'œuvre, j'ai pu me joindre à une délégation. Avec ceci, nous sommes allés au Guatemala rencontrer des organisateurs communautaires et des résistantes autochtones avec qui l'AFPC est en solidarité. J'ai présenté plusieurs des organismes qu'on a rencontrés et qui nous ont appris beaucoup sur les luttes dont font face les communautés souvent autochtones au Guatemala. La première organisation, Ocho Tirash, travaille pour que justice soit faite pour des jeunes filles et leurs familles. Nous avons rencontré Kimberly, une femme de maintenant 18 ans, qui est l'une des 15 survivantes d'un incendie à un établissement scolaire gouvernemental, survenu le 8 mars 2007. Les filles avaient été placées là-bas par leur famille avec promesse qu'elles seraient éduquées, logées et nourries. En réalité, il y avait beaucoup d'abus. Ces jeunes filles ont essayé de s'échapper et se sont faites attraper et mises dans une petite salle où elles se sont faites emprisonnées. Un feu est parti et 41 des élèves ont péri. Ocho Tirash travaille toujours pour que justice soit faite et qu'il y ait des arrestations dans ce cas. Beaucoup de ces familles autochtones avaient placé leurs enfants dans cet établissement parce qu'elles souffraient financièrement et elles avaient été promis que leurs enfants seraient bien traités. Ça a été une introduction importante au travail immense que ces organisations entreprennent et aux luttes qu'elles doivent affronter. Nous avons rencontré après des représentants du Parlement Xinca, le premier parlement autochtone du pays. Ils travaillent pour la libération de leur territoire et la reconnaissance du droit de consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Ça fait presque 10 ans qu'ils se battent contre des compagnies minières canadiennes à la mine Escobal. Ils ont mis en place une barricade et ont réussi à arrêter le progrès, mais ils continuent à devoir se battre. Leur lutte n'est pas venue sans sacrifice. La santé de la communauté a été affectée négativement par les activités minières dans la région. Le projet risque d'affecter des sources d'eau importantes et il y a eu beaucoup de cas de menaces contre les représentants du peuple Xinca par des représentants de la mine. On a rencontré Luis Fernando, un jeune homme qui, dû à son activisme et à la défense des droits de son peuple, a été blessé par balle au visage par la sécurité de la compagnie minière canadienne. La justice n'a pas encore été servie puisque le garde de sécurité a pu s'échapper du pays de manière assez louche et puisque le peuple Xinca se bat encore pour la reconnaissance de leurs droits. Bien que la compagnie minière originale ait vendu à une autre compagnie basée au Canada, Pan American Silver, la communauté Xinca continue de se battre contre les nouveaux propriétaires pour la reconnaissance de leurs droits sur leur terre territoriale. Après, on est allé rencontrer l'un des principaux partenaires du Fonds de justice sociale au Guatemala, le Comité Campesino del Altiplano, ou CCDA. Il travaille pour la défense des agriculteurs ruraux et autochtones en promouvant des initiatives au niveau social, économique, culturel et politique. Le travail est vraiment inspirant. Non seulement font-ils du travail à tous les niveaux gouvernementaux, mais ils travaillent au niveau local dans presque toutes les provinces du Guatemala. Dans la région où on était, ils ont des initiatives créées par et pour les femmes, dont une où ils fournissent des matériaux de serre et l'éducation pour que les femmes dans les communautés puissent faire pousser leur propre nourriture et aussi faire de l'argent. Il y a aussi des projets dont les femmes sont à la tête, comme le jardin de médecine qu'on a pu visiter avec Bertha, une aînée de la communauté. C'est vraiment une belle opportunité. Pour que les aînés puissent partager leur savoir ancestral avec les jeunes. Puis ça m'a vraiment ébloui parce que moi, quand je regardais ce jardin, tout ce que je pouvais voir, c'est des plantes, du verre, mais elle pouvait nous nommer 10 bénéfices de chaque plante qu'elle voyait. Le CCDA donne aussi aux femmes l'opportunité de faire de l'éducation féministe. Au Guatemala, le territoire est contrôlé par les grandes entreprises, dont celles qui nous nourrissent. En fait, 2,5% des grandes entreprises agricoles ont en leur possession 2/3 des terres agricoles, dont les plus fertiles. En plus, ils utilisent des techniques non durables qui laissent le territoire détruit. Les petits agriculteurs, fréquemment autochtones, sont laissés les terres les plus difficiles à travailler.
Ces communautés souffrent aussi de malnutrition, n'ayant pas beaucoup de place pour faire pousser la nourriture et du fait que beaucoup d'aliments doivent être envoyés vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Les efforts du CCDA sont en ligne avec l'idée de la souveraineté alimentaire, où le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. Il facilite l'accès à la nourriture saine au niveau culturel, santé et environnemental. Un des programmes importants de la CCDA est Café Justicia, qui est leur effort de café provenant de commerce équitable, sans parler du fait qu'il est délicieux et que vous pouvez vous en procurer à travers la FPC. On a pu visiter les lieux et ils nous ont expliqué les efforts qu'ils mènent pour aider la communauté. Ils aident les agriculteurs de café de la région avec des formations, leur enseignant des méthodes durables et biologiques pour faire pousser le café comme le vermicompostage. Ça encourage donc les communautés de la région à améliorer les terres du coin en les nourrissant avec l'élevage biologique. Ils payent aussi 15% de plus que la moyenne des acheteurs de la région et l'argent revient à la CCDA qui remet l'argent dans la communauté. Le savoir qu'a accumulé la CCDA avec leurs efforts biologiques, culturellement responsables et durables a même attiré l'attention de l'Université de la région qui apprend leurs techniques d'élevage. Bien que la résilience et les techniques utilisées par ces organismes ont beaucoup appris, c'est tout de même inconcevable que ces peuples doivent continuer de se battre aussi fort. De notre côté, prendre connaissance d'où viennent nos produits est un pas vers la bonne direction pour entrer en solidarité avec les travailleurs du monde. Il faut aussi que les gouvernements rendent ces produits plus accessibles à tout le monde et que les gens soient assez payés pour avoir le temps de s'éduquer et de cuisiner. Ça fut un vrai honneur d'apprendre de ces organisateurs communautaires, mais aussi de voir avec qui la FPC travaille et les causes qu'elle aide à défendre au niveau mondial. Merci. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton engagement et d'avoir témoigné et de transmettre le message et les leçons de nos confrères et consoeurs du Guatemala. Ta solidarité est visible avec les peuples autochtones et mayas et Xinca du Guatemala. Et je veux aussi souligner que depuis le début de ce projet en 2007, Éducation à l'œuvre a compté sur la participation de 73 membres de l'Alliance à travers le pays, comme toi, qui ont pris un congé personnel et pour qui, en revenant, continuent de s'impliquer. Alors, tu es un exemple dont on est fiers. Merci. Et on est encore au Guatemala. J'aimerais maintenant introduire Nady pour avoir le point de vue justement d'un de nos alliés principaux au Guatemala, le CCDA que tu as mentionné. Pour ce faire, on a invité Nady Huracan Morales à partager avec nous ses réflexions et elle a accepté. Nady est une jeune dirigeante autochtone du Comité paysan des Eaux-Terres du Guatemala et elle coordonne plusieurs de ces programmes, notamment l'autonomisation des femmes et la production agricole durable. En mars, c'est avec elle qu'on a pu coordonner, c'est elle qui a accueilli notre délégation des jeunes travailleurs et travailleurs de la FPC. Et c'était aussi sa première fois en tant que coordinatrice des délégations de solidarité. Écoutons maintenant son témoignage sur les impacts et les défis des échanges entre les travailleurs et travailleuses du Canada et du Guatemala. A Nady la parole. Saludos cordiales desde Guatemala. Soy Nady Yasmín Huracan Morales, miembro del Comité Campesino del Altiplano CCDA y responsable política del programa Producción, Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Acompañamiento al Desarrollo Comunitario. Para nosotras y nosotros, organizados en el CCDA, el recibimiento de brigadas canadienses representa una gran oportunidad, principalmente para el acompañamiento al desarrollo comunitario. Acompañar a las bases organizativas, a las familias indígenas y campesinas en construcción de viviendas, en la construcción de salones comunales, en la construcción de algunas escuelas en comunidades donde los niños y las niñas no tienen acceso a una educación de calidad, no solamente que incluya el sistema y el modelo educativo que tenemos, sino además que cuente con infraestructura mínima para garantizar recibir las clases de una manera digna. Entonces, esto representa un acompañamiento bastante importante, pero a la par de eso, también para nosotros es importante el acompañamiento político
le da a estas transformaciones sociales, tanto a compañeros hombres, pero también el gran impacto que tiene en la vida de las compañeras campesinas, de los jóvenes y de la niñez. El solo hecho de que ustedes visiten alguna comunidad que está siendo criminalizada, que está siendo reprimida, genera gran impacto para el modelo de desarrollo que estamos implementando, que estamos proponiendo, y también como respaldo a estas comunidades. Para nosotros es bastante importante los lazos de solidaridad, de que más allá de un tema de solamente acompañar, generar estos vínculos estratégicos para verdaderamente ir generando desarrollo comunitario a través de la asistencia inmediata y la asistencia directa, para ir generando condiciones mínimas para transformaciones a largo plazo. Estamos totalmente convencidos de que que hemos migrado de las prácticas de hacer simplemente caridad a empezar a hablar y hacer acciones verdaderas de solidaridad. Y las brigadas canadienses nos han dado esa oportunidad y hemos ido generando ese intercambio tanto para nosotros como guatemaltecos y seguramente para ustedes como compañeros canadienses. Nosotros lo sentimos como eso, ¿verdad? Como familia y como compañeros y hermanos cuando nos visitan, y también alrededor de todo el trabajo que se gesta desde Canadá. Quizá uno de los desafíos más importantes a vencer es el tema de la priorización de los casos. Con tantas familias y tantas comunidades que acompañamos, en algún momento se torna difícil poder hacer una priorización y poder seleccionar a la comunidad, a la familia o incluso a los municipios y a los departamentos que quisiéramos acompañar. Estamos conscientes que tenemos que seguir haciendo bastante gestión, que tenemos que seguir trabajando muy fuerte a través de Café Justicia, que hasta hoy día hemos ido avanzando bastante en el camino, pero sabemos que aún tenemos mucho por conquistar, principalmente una autonomía financiera que nos pueda brindar un verdadero desarrollo y un empoderamiento económico de las familias campesinas organizadas principalmente en el CCDA. Personalmente y como joven líder del CCDA, ha fortalecido bastante mi espíritu de solidaridad. Tengo un poco más de 10 años de participar en el acompañamiento, en un principio no como responsable política, sino solamente como acompañante a los grupos y a las brigadas que recibíamos. Y durante estos años hemos ido avanzando y es ahora que lo hago como responsable política del programa. Ha sido un reto, hay una diferencia entre la forma de cómo planifican ustedes como población canadiense y cómo planificamos nosotros como guatemaltecos. A veces improvisamos un poco, pero eso también ha representado un reto para nosotros irnos disciplinando y también buscar otras formas y nuevos mecanismos para ser más organizados y tener planificaciones más efectivas. Eso ha sido bastante importante. Pero también el intercambio con otros jóvenes, con otras culturas, el intercambio que se propicia en los encuentros con las visitas de las brigadas canadienses a nivel del activismo juvenil en el CCDA es bastante importante, y lo puedo decir desde mi experiencia personal, que nos acompañan en los procesos de formación política, porque no solamente nos quedamos en un análisis nacional, sino que en estos intercambios empezamos a comprender los contextos de otros territorios y pues empezamos a ver que hay un mundo más allá, ¿verdad?, de nuestro país, y que es importante que generemos lazos de solidaridad para seguir fortaleciendo estos procesos. Algo bastante importante es que el CCDA, y que valoramos bastante como jóvenes organizados en el CCDA, es que el CCDA tiene bastante coherencia en el empoderamiento de los jóvenes. No es solamente formarnos, no es solamente un proceso de discurso, sino están dándonos la oportunidad a través del trabajo que realizamos de empoderarnos política, social y hasta económicamente a través de las iniciativas económico-productivas. Entonces este es un proceso bastante importante para los jóvenes, para las mujeres jóvenes, y también desde el tema de las mujeres rurales meramente. Las brigadas canadienses en los últimos años nos han hecho sentir bastante acompañadas.
en organizaciones mixtas en los últimos años en Guatemala ha habido como mucha crítica, mucho cuestionamiento, pero estos procesos de acompañamiento también hacen que nosotras nos sintamos empoderadas, que apoyen a estos procesos de construcción y de nuevas construcciones, no solamente en el tema del empoderamiento de las mujeres, sino también en el empoderamiento y en el trabajo por las nuevas masculinidades, para no sobreponer una lucha sobre otra. Estamos totalmente convencidos que no podemos hablar de lucha de clases sin hablar de equidad de género, sin hablar de la inclusión de los jóvenes, y hoy día también empezamos a hablar de la inclusión de las personas diversas. Entonces valoramos bastante y les motivamos a los jóvenes que también son parte del sindicato, de los diferentes sindicatos en Canadá, que los exhortamos a que sigan organizados, a que sigan involucrados y a que sigan tejiendo estos lazos de solidaridad y de alianzas estratégicas entre Canadá y Guatemala. Merci beaucoup, Nady. Gracias, Mateusz, pour ton appel que tu fais, pour ta perspective et tes réflexions profondes. Et on apprécie ton appel aussi pour que le mouvement syndical, entre autres aux membres de la FPC, de poursuivre la lutte pour la justice sociale, tant qu'au Canada qu'au Guatemala, et de nous rappeler que cette solidarité est cruciale, bénéfique et horizontale entre nous deux. Maintenant, on arrive à la partie entrevue ou échange. J'aimerais réinviter Caroline et Frédéric avec moi pour cette partie et approfondir un peu plus avec vous deux. Alors, Caroline, j'aimerais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as appris de ton expérience autour de la COP25 et entre autres ton implication sur la transition juste, une relance juste? Si tu peux nous partager. Oui, en fait, je ne l'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure tant que ça, là, mais un des principaux concepts qui est mis de l'avant par les syndicats depuis quelques années à la COP, c'est le principe de transition juste. Là, avec la pandémie, on parlait plutôt de relance juste, là, mais le principe de transition juste était quand même beaucoup présent, particulièrement dans certaines COP, là, mais à la COP 25, c'était aussi là. Puis, c'est un concept, en fait, qui existe depuis 1997. Donc, moi, j'étais surprise d'apprendre ça. Puis pour résumer un petit peu à tout le monde là, ce que ça représente, la transition juste, en fait, c'est qu'on parle de transformation économique pour pas laisser les travailleurs de côté. Là. Donc, ça, pas, ni les travailleurs, ni personne de la population, là, mais ça repose là, sur un dialogue social, la protection sociale, le droit au travail et à l'emploi. Donc, c'est quand même pas un nouveau concept. Là. Ça, c'est une des choses que j'ai apprises. Ah, merci. Et toi, Frédéric, qu'est-ce que tu as appris de ton expérience avec la délégation éducation à l'œuvre au Guatemala? J'ai appris beaucoup sur les luttes du Guatemala, évidemment, mais ça m'a aussi permis de voir à quel point les luttes se ressemblent. Au Canada, bien qu'à un niveau moindre, dû à notre privilège économique, on a les mêmes luttes avec les mêmes ennemis. Le néolibéralisme, les gouvernements corrompus par l'argent, le racisme et le colonialisme sont les mêmes ennemis dont se défendent les peuples autochtones au Canada et au Guatemala. En effet, c'est là où on voit les parallèles et l'importance d'être unis. Et aussi, à un niveau plus profond, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui est le plus ressorti? Et si vous voulez aussi même nous parler de comment ces expériences ont eu un impact à moyen, immédiat ou à long terme sur votre propre activisme syndical. Caroline, avec toi d'abord. Oui, en fait, comme Frédéric l'a dit, c'est tout ce qui est justice climatique, justice sociale, c'est tout relié. Là, moi, j'ai étudié en biologie à la base, là, donc tout ce qui est environnement, santé humaine, changement climatique, bien-être, travail et tout ça, c'est tout interrelié. Donc, en fait, ça me conforte, là, ou ça endurcit comment je dirais, la vision que j'avais de comment l'environnement est intimement lié à la santé et au bien-être humain. Donc, c'est quelque chose que je retiens. Puis, en fait, par rapport aux syndicats, ben,
je comprends que le rôle des syndicats, c'est vraiment de travailler à une transition juste en contribuant à la formation des travailleurs, à intégrer des clauses environnementales dans les conventions collectives. Tout ce qui est santé, sécurité aussi, c'est relié à changement climatique et tout ce qui est enjeux environnementaux. Donc, voilà. Vraiment, ça a un impact clair. Et toi, Frédéric? Donc, ce que j'ai retenu de l'expérience, je pense que j'ai tendance à penser que des changements profonds doivent venir d'en haut. Puis j'étudie aussi la politique présentement, donc souvent ça me donne l'impression que seulement la politique peut changer les choses. Mais je pense que durant le voyage, j'ai réalisé qu'on peut affaiblir les fondations des institutions qui dominent le monde avec des petits choix radicaux. Par exemple, faire pousser ses propres aliments biologiques ou les acheter des endroits qui supportent leurs travailleurs et la terre. Et je pense que ça, en soi, c'est un geste radical. Puis ça nous met en solidarité avec les communautés marginalisées à la place de corporations qui n'ont pas le bien-être de la société en tête. Puis au niveau de mon activité syndicale, je crois que de voir les efforts que la FPC a encouragés au niveau mondial, ça m'a ouvert les yeux sur l'impact que peut avoir le syndicat. De pouvoir mettre des noms, des visages, des conversations au sujet parfois abstraits. Des luttes qu'entreprennent les peuples à travers le monde m'a aidé à imaginer l'ampleur du problème, mais aussi l'ampleur des solutions créatives que font les organisations là-bas. C'est venu solidifier les changements qui doivent être faits, mais aussi où et comment ces changements peuvent être faits. Au niveau syndical, ça m'a juste vraiment appris à quel point on milite tous contre la même chose et que c'est donc important qu'on supporte les efforts du reste du monde, surtout parce que de manière indirecte et directe, notre pays et donc nous bénéficions des injustices dans le sud globalisé. Je continue à essayer de comprendre où je peux me mobiliser à l'intérieur du syndicat pour faire une différence en essayant d'aider à supporter ceux qui sont précarisés et qui n'ont pas le temps ou l'argent nécessairement de se mobiliser. Ouais, vraiment, c'est super intéressant vos réflexions et on est heureuse de voir que à travers vous, l'impact ou les impacts du Fonds Justice sociale se multiplient. Alors, merci pour vos réflexions. On va revenir encore à vous un peu plus tard. Maintenant, j'aimerais inviter ma collègue du Fonds de justice sociale, Louise Castleman, pour nous aider à faire un retour sur tout ce que nous venons d'entendre, de voir durant ce riche échange et nous aider à faire une réflexion sur les impacts du Fonds de justice sociale. À toi la parole, Louise. Merci beaucoup, Laura et tout le monde. Je dois pour dire qu'il y a certains thèmes qui ont été discutés jusqu'à date que je pense que ce serait important de toucher de nouveau, ce qui est, par exemple, la différence entre la solidarité et la charité. Négui a parlé de ça aussi. Alors, oui? Je ne sais pas, Louise, si tu veux activer ta caméra pour qu'on puisse te voir. Oui, et là, je pensais que c'était automatique. Excusez-moi. Et voilà, on te voit. Merci, Louise. Voilà. Je parlais tout seul comme ça. Alors, je voulais mentionner que au début du fonds, avant le fonds, je voulais parler du syndicalisme comme tel et l'accent que le syndicalisme a toujours mis sur la solidarité. Et non seulement la charité, mais la solidarité, l'engagement, on peut dire, des membres dans la société et pour un changement, faire une différence. Et c'est pour répondre à ce désir d'engagement que l'Alliance a créé le Fonds de justice sociale en 2003. Laura déjà mentionné les 5 domaines prioritaires que je vais mentionner. Je vais essayer de partager quelques autres projets qui sont appuyés à travers les domaines prioritaires. Dans le cas de l'aide humanitaire, le fonds appuie la reconstruction de services essentiels avec la participation des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et les collectivités touchées. C'est soit en Haïti, après le tremblement de terre, la reconstruction du port de Beyrouth, la sécheresse en Afrique, les ouragans ou cyclones en Asie ou en Amérique centrale, que Laura a déjà mentionné pour le Guatemala. Ceci inclut une participation des collectivités et des femmes dans les prises de décision à tous les niveaux. L'aide humanitaire est aussi offerte aux collectivités canadiennes
affectés par les inondations, comme en Alberta. Je mentionne les cas où est-ce que nos membres ont eu une participation très directe. Le Saguenay, en Outaouais, le Nouveau-Brunswick, les feux-forêts en Colombie-Britannique et d'autres désastres provoqués par le changement climatique. On le sait déjà. Aussi, nous appuyons les syndicats et autres collectivités vulnérables touchées par la répression politique ou les menaces des secteurs paramilitaires, comme on a fait au Chili, la Colombie, le Guatemala. Ceci fait partie aussi de notre aide humanitaire ou notre aide d'urgence. En 2020, le Fonds a créé un autre fonds d'urgence spécial et de relève de la COVID-19 pour appuyer de nombreuses sollicitudes de la part d'organisations canadiennes et internationales pour faire face à l'impact du coronavirus sur leurs membres et sur leur société. Je vous invite à consulter, on n'a pas le temps d'en parler trop, là, mais il y a une publication, la récente publication de l'Alliance va avoir un article sur ceci et le site web de l'Alliance peut vous donner un aperçu des initiatives qui ont été prises pour faire face au COVID. Et je veux remarquer, c'est vraiment solidarité, c'est pas de la charité, c'est d'essayer de renforcer les syndicats, les collectivités qui veulent eux-mêmes organiser leurs membres pour faire face au COVID. En ce qui concerne le développement syndical international, le Fonds appuie des projets dans les pays en voie de développement, comme l'appui aux droits des travailleuses de l'industrie du vêtement au Bangladesh, l'industrie électronique au Congo, les services publics en Haïti. Et au Congo, je veux dire que c'est très important de connaître un peu l'appui qu'on est capable de donner aux femmes et aux jeunes filles qui ont subi des viols collectifs à cause d'une guerre brutale, une guerre civile brutale. Le Fonds appuie le fonctionnement d'une clinique juridique contre la violence basée sur le genre, où les femmes peuvent obtenir des services tant de consultation juridique et psychologique que des soins médicaux. Grâce à l'Alliance, le syndicat des employés des postes et des communications et Poste Canada ont pu négocier un fonds pour des projets d'éducation et d'alphabétisation qui ont eu lieu au Nigeria, au Bolivie, en Colombie, au Congo, etc., et même au Canada. En ce qui concerne la formation des travailleuses et des travailleurs, il s'agit de vraiment un accompagnement. Un accompagnement comme l'éducation à l'œuvre faite au Guatemala, aussi un accompagnement aux brigades pour la paix en Colombie, ce qui joue un rôle très important pour la survie de plusieurs organisations, qui inclut les syndicats qui sont attaqués par la droite et par les paramilitaires. Et ça inclut aussi les luttes contre l'investissement de l'industrie minière qui touche les territoires, qui essayent de s'accaparer des territoires autochtones et des collectivités afrodescendantes, comme exemple. Le Fonds aussi appuie des échanges entre travailleuses et travailleurs nord-sud, des projets de solidarité comme la défense des travailleuses et travailleurs de première ligne du Canada et de la Colombie, constitue un excellent exemple de ce genre d'échange qui est pour renforcer les liens syndicaux, surtout dans le secteur public. Je pense que vous savez déjà que la Colombie est le pays le plus dangereux pour les syndicalistes au monde. 70% de tous les assassinats de syndicalisme ont lieu en Colombie. Aussi, la participation de Caroline Couture à la COP 25 à Madrid est un autre exemple significatif d'échange entre syndicalistes. Et dernier, mais c'est pas le plus petit, mais est aussi important que les autres, peut-être plus important à l'heure actuelle, c'est le travail qu'on fait pour appuyer des projets de réduction de la pauvreté à travers le Canada. Je veux juste mentionner que ces appuis, encore, ce n'est pas de la charité, c'est pour encourager la transformation des conditions socio-économiques vers une justice sociale, aussi traiter
féminisation de la pauvreté et la dimension raciale de la pauvreté au Canada, préconiser l'autonomie des collectivités, des Premières Nations et valoriser les services publics de qualité comme étape essentielle pour éliminer la pauvreté. Alors, je dirais que l'engagement actif de nos membres, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est partager cet engagement, ne fait pas que sensibiliser ceux et celles qui prennent part aux nombreux projets financés par le Fonds, mais ça crée une ressource riche et croissante de porte-parole qui peuvent partager leur expérience avec d'autres membres. C'est très important. Nous avons beaucoup fait depuis la création du Fonds de justice sociale en 2003, mais il reste encore un bon chemin à parcourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise. Vraiment très bien, c'est clair. Tu fais le point très clairement de l'importance du Fonds de justice sociale pour appuyer et créer ces liens entre les mouvements et les organisations sociales de base et utiliser ces réseaux de solidarité comme véhicule de transformation sociale. Alors, merci. Maintenant, on arrive à la section que moi, j'ai très hâte en particulier et je sais que vous aussi, vous avez hâte. C'est le temps maintenant de poser des questions à nos panélistes. Donc, on vous invite, on vous encourage même à poser vos questions de vive voix. Donc, on est quand même un bon petit groupe dans notre salon en ce moment. On peut allumer les micros et poser vos questions de vive voix, mais si vous préférez, vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. Je sais qu'Isabelle et Pierre sont dans les coulisses et peuvent nous aider à lire vos questions. Donc, j'invite, est-ce qu'on a une première question? Je ne sais pas, Pierre ou Isabelle, si vous avez des questions qui ont été écrites dans le chat. Pas encore, nous, oui, c'est... Alors, tu peux commencer peut-être, Laura, en lançant une. Ah oui, moi, j'ai plusieurs questions pour Caroline et Frédéric. Pour briser la glace, vous pouvez commencer soit Frédéric ou Caroline. Si vous serez dans un autre salon, vous n'êtes pas dans cette cuisine, mais dans un autre salon, une autre cuisine ou un autre café, comment vous décrivez ce que est le Fonds de justice sociale? Comment vous l'expliqueriez à votre confrère ou consoeur syndicat ou monsieur, madame, tout le monde? Puis, dans vos mots, j'aimerais ça entendre pourquoi le Fonds est un élément important du travail syndical qu'on a à l'Alliance. Donc, un peu voir votre façon de décrire. Je serais curieuse d'entendre là-dessus. Caroline ou Frédéric? Caroline? Je vois pas si Frédéric allume son micro ou pas, là, donc je voulais pas me lancer nécessairement, mais je peux y aller. En fait, moi, ce que je retiens, là, c'est que, ben, comme je disais tantôt, tout est relié, là. Puis, je pense que le Fonds de justice sociale permet, oui, comme j'ai fait, la participation à des grandes organisations, mais aussi de donner une vitrine à tout ce qui se fait localement. Puis moi, une des choses que je retiens, que je n'ai pas dit non plus, c'est que l'importance d'agir localement et de mettre en valeur les connaissances traditionnelles, par exemple, ou les connaissances locales, ça va permettre de changer de paradigme et de changer le modèle économique et en fait, il y a une connaissance traditionnelle qui se fait de l'histoire et comment les changements climatiques ont changé, ont transformé l'environnement, mais aussi ces connaissances-là peuvent être des solutions pour l'adaptation. Puis l'adaptation, c'est très important en contexte de changement climatique, là. Donc, quand je vois l'agriculture, ce que Frédéric présentait là, sur ce qui est médecine traditionnelle et tout ça, je pense qu'il faut revenir à des petites communautés. Puis, bon, c'est pas nécessairement positif pour les syndicats, là, qui sont quand même des grandes organisations, parce qu'en fait, je me dis que les syndicats seront futiles le jour où les communautés seront réellement justes et le système sera réellement juste, là. Donc, mais c'est ça, je pense que le Fonds de justice sociale permet de mettre en lien tous ces éléments-là et de voir ce qui peut être fait à différentes échelles là, dans nos communautés. Ah, c'est fantastique. Et toi, Frédéric, je ne sais pas si tu as quelques
nous parler dans tes mots? Comment tu décrirais ça à un confrère du syndicat des employés du Yukon ou le comité des jeunes de la FPC Nord? Tu dis, viens t'impliquer au Fonds de justice. Comment tu décrirais à tes camarades? Ben, je pense que c'est beaucoup comme Caroline a dit, puis comme j'ai dit un peu plus tôt, mais je pense juste que puisqu'on est tous tellement interreliés, puis puisqu'on privilégie aussi beaucoup de personnellement et comme pays de imbalance entre le nord et le sud, je pense que ça permet d'essayer de corriger ces imbalances un petit peu. Imbalance, c'est pas un mot, mais déséquilibre. Ouais, merci. Un peu. Puis je pense que c'est aussi d'identifier que ça existe, puis qu'on a une responsabilité de les adresser. Puis comme on a beaucoup de pouvoir comme syndicat, je pense que, puis qu'on représente beaucoup de personnes, je pense que c'est important qu'on dise que c'est une priorité de venir en solidarité avec le Sud globalisé ou les personnes marginalisées en général. Merci, Frédéric. Je ne sais pas s'il y a des questions, même pour Louise, du public. Je vous invite à allumer votre micro, soyez pas gênés. Sinon, moi, j'ai d'autres questions aussi, mais j'aimerais entendre qui d'autre est dans la cuisine ce soir, autour de la table. Laura, on a des questions dans le... Oui, on a des questions. Alors, je vais procéder en lisant la question de Janie Ranger. Alors, Janie, ce qu'elle vous demande, c'est je suis avec l'AFPC depuis 2001 et je ne connaissais pas le Fonds de justice sociale. Comment pouvons-nous nous joindre à l'équipe de façon concrète en aide humanitaire, lutte contre la pauvreté, etc.? Merci. J'inviterais la réponse de Louise et aussi de Caroline et Frédéric à nous donner des exemples concrets de comment elles sont impliquées. Moi aussi, je dis des exemples, mais j'aimerais donner la parole à Louise et ensuite à nos panélistes invités. J'aimerais écouter avant Caroline et Frédéric sur ça. Comment ils sont impliqués dans le fond, ce serait intéressant. Concrètement sur les comités, oui. Ben, je peux commencer, mais sincèrement, moi, j'en avais pas vraiment entendu parler tant que ça jusqu'à ce que quelqu'un me parle de cette opportunité. Depuis, avec le COVID, personnellement, ça a été quand même difficile. Mais aussi, je pense que je connais pas assez la machine du syndicat, puis c'est quelque chose que j'aimerais explorer plus maintenant que les choses se sont replacées. Donc, j'ai quand même hâte d'entendre les réponses de Louise et Laura, comment les gens peuvent s'impliquer. Merci. Caroline, je ne sais pas si tu as des exemples concrets de comment tes camarades, confrères, consoeurs peuvent s'impliquer à travers le Fonds de justice sociale dans des initiatives que le Fonds appuie. En fait, je ramènerais plus ça vers le comité là, sur lequel je suis. Là, en fait, via le comité environnement, développement durable de la FTQ et mes implications en transition juste, j'ai pu participer à la COP et ainsi bénéficier du fonds de justice sociale. Ce qui arrive au comité environnement développement durable, c'était plutôt un comité aviseur jusqu'à il y a quelques années. Là, on essaie de se transformer plutôt avec une planification stratégique et des actions, par exemple. Puis il y a des sous-comités aussi qui peuvent découler de ça. Là. Il y a un comité, disons, plus provincial, là, mais pour chaque, je ne sais pas si tout le monde est au fait, là, mais à la FTQ, il y a des conseils régionaux. Comme il y a à la FPC aussi, là, donc, puis ces conseils régionaux-là peuvent avoir des comités, dont un comité environnement. Puis une des implications que certains membres de ce comité-là peuvent avoir, c'est d'aller, par exemple, au conseil d'administration des CRE, qui sont les conseils régionaux de l'environnement. Donc là, ça permet d'être en contact avec les gens du terrain et de ceux qui sont impliqués dans les différents enjeux. C'est sûr que via le comité aussi, on est très nourri en information. Moi, j'essaie de transférer cette information-là autant aux dirigeants politiques de la FPC qu'à mes dirigeants de syndicats locaux et aussi aux autres syndicats de mon employeur. J'essaie
de démarrer un petit peu là, tout ce qui est sensibilisation aux impacts environnementaux là, au sein de l'employeur, donc aux rencontres intersyndicales. Puis, il y a eu quelques éléments. Là, il y a eu une formation sur l'écofiscalité, entre autres. Il y a eu des tournées régionales, un sommet sur la transition juste. Donc, ça, c'est pour la portion environnement. C'est des exemples de ce que je fais maintenant via le syndicat, là, si on peut le dire comme ça. Merci, Caroline. Et Louise aussi, si tu veux... Je pourrais ajouter que le but du fonds n'est pas tellement on est un petit fonds et le syndicat, c'est 200 000 personnes, alors c'est très difficile de s'impliquer dans tout, mais on essaie d'encourager à travers le fonds, quand on peut, encourager la participation dans le syndicat, parce que sans un syndicat fort, on ne pourrait pas avancer beaucoup. Le syndicat est juste un outil du syndicat. Je veux dire, le fonds est un outil du syndicat. Alors, c'est en participant, par exemple, dans l'éducation qu'offre le syndicat, des différentes sessions d'éducation, le comité des jeunes et le comité de droits de la personne, le comité de femmes, etc. Des fois, il y a des opportunités de participer dans la négociation collective, par exemple, et tout ça. Pour vraiment, il faut s'impliquer dans le syndicat pour connaître le fonds parce qu'il y a d'autres façons que le fonds peut vraiment rejoindre les membres. On rejoint des comités, on fait des appels, par exemple, qui est sur le site web. Alors, il faut checker le site web. Par exemple, quand on fait un appel pour l'éducation à l'œuvre, pour participer à l'éducation à l'œuvre, on invite des jeunes qui veulent appliquer pour voir s'ils peuvent aller. Mais c'est un grand pays, il y a beaucoup de monde, alors il y a peut-être une centaine de personnes qui peuvent y aller et il faut en choisir 4. Alors ça, c'est la réalité. Mais vraiment, le fonds n'est pas plus qu'une façon de s'impliquer plus dans le syndicat. Parce que quand je parlais, par exemple, de certaines initiatives qui ont été prises par les membres, quand il y a eu des désastres au Canada, par exemple, au Québec, le Saguenay, c'est vraiment l'implication des membres alors le syndicat qui avait déjà des membres impliqués dans le travail contre les inondations, par exemple à l'Alberta, il y a eu beaucoup de membres qui sont impliqués. Ils ont demandé de l'aide du fonds parce qu'ils étaient déjà impliqués avec des collectivités. La même chose se passe avec nos membres autochtones, par exemple. Alors, je crois que maintenant, on est sur le web, le même site web que l'Alliance. Avant, on avait comme un site à part, c'était plus difficile. Alors là, on va être capable d'avoir plus d'informations et les gens peuvent aussi regarder le Fonds de justice sociale qui est sous le titre de droits de la personne, non? De droits humains, droits de la personne. Et là, il va y avoir des pages sur les activités du fonds. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, Caroline? Je peux peut-être ajouter un élément, j'ai passé vite tout à l'heure, mais pour la COP26, bon là, il y a des rumeurs, ça se peut que ça se fasse de façon virtuelle, mais quoi qu'il en soit, que ce soit la délégation officielle à la COP ou la délégation parallèle, là, tantôt je parlais qu'il y a des activités en parallèle de la société collective. Il y a un collectif qui est en développement actuellement, puis le collectif vise à envoyer une centaine de personnes sur place, mais il y a aussi des activités qui vont se faire au Québec pour mobiliser en parallèle de la COP. Donc ça, il y a une page Facebook, là, puis entre-temps, en fait, pas plus tard que ce midi, j'assistais à l'implication des Autochtones dans le cadre des changements climatiques. Il y a eu un autre webinaire aussi qui était l'implication des femmes dans le cadre des changements climatiques. Donc ça peut être des éléments qui peuvent intéresser les gens s'ils veulent s'impliquer. Oui, vraiment, avec vos exemples, ma façon de l'expliquer, c'est le Fonds de justice sociale de la FPC va vers les membres qui sont organisés, qui sont mobilisés. Donc, c'est ça que j'entends, Louise, dans les nombreux exemples que tu mentionnes, où les membres se sont mobilisés pour une cause humanitaire comme les feux en Alberta ou les inondations dans l'Outaouais. Les membres se sont organisés, se sont mobilisés et le fonds est allé vers eux pour les appuyer. Donc, un autre exemple que je veux partager d'une application concrète pour répondre à notre ami, c'est vous êtes organisé en comité, soit de comité des femmes, les comités régionaux ou
l'exécutif local, bien, on vous invite, on vous encourage même à organiser des événements ou un dîner causerie ou un webinaire, ou si vous avez déjà une assemblée déjà organisée, invitez-nous. Ça va faire plaisir d'aller chez vous, dans vos salons, dans vos cuisines, virtuellement, bien sûr, pour l'instant, et inviter soit un de nos panélistes fantastiques que vous avez entendus ce soir, Frédéric, Caroline, ou d'autres alliés même qu'on a du Fonds de justice sociale. On vous a présenté certains des enjeux, mais comme vous pouvez voir, le Fonds travaille sur plusieurs enjeux qui peuvent être liés avec des causes ou des luttes dans vos propres communautés. Donc, le mot d'ordre, c'est de nous contacter et nous a faire plaisir d'envoyer une personne ou faire une présentation, soit un allié, soit des membres qui ont participé ou les employés, dans ce cas-ci, moi ou Louise. Donc, à cela, moi, j'ai d'autres questions, mais on va retourner à Pierre-Isabelle. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Okay. On a plusieurs questions. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est que les personnes ont accepté de pouvoir poser leurs questions de vive voix. Fait que ça va être intéressant de les entendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la sourdine sur le micro. Et dans un premier temps, je vais passer la parole à Lanedy Martinez Alfonso pour poser votre question aux panélistes. La parole est à vous. Parfois, il y a un petit délai. On n'entend pas, Lanedy? On n'entend pas, hein? Non. Pierre, est-ce que tu veux Oui, de ton côté? J'essaie d'enlever la sourdine. OK, Lanedy, c'est à toi maintenant. Si tu cliques sur ton microphone, ça devrait fonctionner. Toujours pas, un instant. Ouais. Vas-y, Lanedy. Sinon, tu peux passer à François, puis on reviendra à Lanedy après. Bon, ben parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah oui, ça fonctionne! Voilà. Oui. Oh, OK. Bon, merci beaucoup. Je voulais vous remercier pour organiser ce webinaire. Je pense que c'est vraiment important de parler du travail que vous faites et de le transmettre aux membres. Mes questions, c'était un peu pour... vous avez déjà répondu un peu comment le membre peut s'impliquer plus dans le travail du fonds. Alors, vous avez déjà parlé un peu de ça. Et l'autre question, est-ce que si le fonds a prévu des actions pour justement augmenter cet engagement des membres dans les activités de fonds, pour le voir de deux côtés aussi. Et j'avais d'autres questions que peut-être on peut discuter dans un autre moment par rapport au projet du fonds. Si on travaille avec l'Organisation internationale du travail, j'imagine que oui, bien sûr, mais je ne connais pas les détails, c'est pour ça que j'étais un peu sur ça. Et alors, c'est ça mes questions. Et de nouveau, merci beaucoup pour le travail et aussi pour le webinaire. Merci, Lanedy. Donc, si je comprends bien, ta question, c'est un peu comprendre un peu plus les connexions internationales que l'Alliance peut avoir à travers le Fonds de justice sociale, notamment Service public international. Oui, exactement. Merci. D'accord. Donc, oui, ça, c'est... je vais inviter Louise, si tu veux bien répondre, qui est un volet important sous l'axe développement international, l'axe du développement syndical international, nos alliances à l'international. Oui, vite, je vais faire ça vite. Premièrement, on travaille avec, le Fonds de justice sociale travaille avec les autres fonds, comme le Fonds Métallo, le Fonds aussi du syndicat de la fonction publique au Canada. On travaille avec la CTC, le Congrès du travail au Canada, qui est le congrès qui se relie directement au travail à la OIT. C'est sa job. Dans le mouvement syndical au Canada, la job du congrès, c'est de travailler à l'échelle de la OIT.
et aussi à l'échelle de la Confédération syndicale internationale, non? Et la Confédération syndicale des Amériques. Alors ça, c'est vraiment le travail du Congrès du travail. Et on partage, on a des réunions avec le Congrès du travail tout le temps pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe à ces niveaux-là. Ce qui ne veut pas dire dans un pays où est-ce qu'on travaille, on peut connaître les gens de la OIT, comme au Bangladesh, on les connaît très bien, on leur suit, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et au niveau parce que l'Alliance est membre de l'Internationale des services publics, qui est une fédération internationale, et chaque syndicat a sa propre affiliation. Les métallos, c'est avec Industrial, etc. Alors, chaque syndicat, étant donné ses membres, son secteur, on va dire, secteur économique, a une affiliation internationale et que l'exécutif national est responsable pour ça. Mais comme je travaille dans plusieurs pays où est-ce que l'International des services publics est très, très présent, on travaille avec eux sur plusieurs dossiers. Mais vraiment, le travail se fait de l'exécutif du syndicat. Nous autres, on a des projets des fois qu'on peut partager avec la SCP, mais c'est deux choses complètement différentes. Le syndicat appuie économiquement parce qu'il est affilié à l'International des services publics. Alors, c'est l'exécutif qui est responsable de cette relation-là. Merci. Merci, Louise. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Oui. Maintenant, je passerai la parole à François Roy. Oui, bonjour. Je voulais savoir, bonjour Louise, Laurent, Caroline, Frédéric, merci beaucoup. Donc, je voulais savoir si Frédéric mangeait encore des bananes, si on peut acheter du café, c'est quoi le nom du café? Justicia? En gros, c'est quoi le budget annuel du fonds Justicia à la FPC? J'avais 3 questions. D'accord. Ah non, une autre pour Caroline. Caroline, comment tu fais pour t'impliquer? Où tu trouves le temps de faire tout ça, là? Parce que tu as un job en même temps, là, que des choses que tu parlais. Comment tu fais? Donc, on va laisser Caroline et Frédéric répondre, puis notre partie à Louise et moi-même. J'ai oublié de dire que j'étais impliqué comme délégué syndical depuis 10 ans à l'Institut Maurice Lamontagne à Montjoly, au Québec. Ah, merci de te présenter. Oui, merci François. Excusez-moi. Non, c'est bien. Frédéric. Je peux commencer avec la question sur les bananes. Merci François. Non, j'essaie de couper la plupart des aliments qui viennent d'agriculture non responsable. Mais je suis pas parfaite comme tout le monde, mais les bananes, j'ai coupé ça. Il y a certaines bananes qu'on peut trouver à Montréal quand j'y habitais qui étaient des bananes poussées responsablement, mais ici au Yukon, j'en ai pas encore trouvé. Donc, non. Merci. Et pour enchaîner, Frédéric, parce que le Café Justicia, tu nous en as parlé, oui, en ce moment, dû à la clôture du Bureau national à Ottawa, on n'est pas en train de distribuer, nous, directement le Café Justicia, mais normalement, oui, on distribue le café à travers le réseau et avec le système de poste de syndicat, mais c'est quand même possible de se procurer le Café Justicia. Il y a 2 groupes de la société civile canadienne qui le vendent. Dans l'Ouest, on a l'organisation BC Casa qui sont basées à Vancouver qui en vendent. Et ici dans l'Est, à Ottawa, on a le comité citoyen Education in Action. Et vraiment, dans les congrès, les conférences, dans les assemblées, lorsqu'on a les poches de café, que ça sent tellement bon, ça attire le monde à table. C'est vraiment un outil fantastique pour briser la glace, pour parler justement des injustices et les enjeux des Autochtones au Guatemala pour un café équitable plus. Et ça fait aussi des bons cadeaux.
des cadeaux à vos membres du comité local. Vous pouvez l'acheter. Moi, je vous encourage à acheter 50 livres ou plus pour distribuer aux membres de la section locale ou pourquoi pas vos amis et à vos familles. Donc, ça, c'est pour Café Justicia. Louise, je ne sais pas si tu veux répondre à l'autre partie de la question. Oui, juste sur le café aussi, dans les provinces atlantiques, il y a le café de Briser le silence, Breaking the Silence, qui vendent le café de la CCDA. Alors, c'est un autre café qu'on peut trouver là-bas. Et on va partager le lien, oui. Puis, c'était pour dire qu'on ne vend pas le café en gros, mais on vend plusieurs. C'est par livre. Alors, on n'a pas encore les capacités. Excusez-moi, je posais la question parce que j'ai déjà fait des démarches auprès de, je ne sais plus quel nom, il y a quelques années. C'est un homme, là, Café Justicia, parce que ici, on est 400 employés. Avec ben là, ces temps-ci, pas, là, mais c'est plus tranquille. Mais normalement, on est 400 à travailler ici. On a une cafétéria. Puis moi, je me disais, on pourrait peut-être acheter en grosse quantité pour la cafétéria. Parce que, bon, ça boit du café en main. Quand vous êtes tellement comme ça, on pourrait peut-être discuter ça avec... oui, ben c'est ça, mais la réponse que j'avais eue était négative dans le sens que c'était juste des petits contenants, là, fait que, tu sais, ça marchait pas. Oui, mais pour voir peut-être parce que à l'heure actuelle, la vente du café est vraiment problématique. On a été correct cette année encore, mais là, on a perdu. Normalement, le fonds vend beaucoup de café. On pensait vendre dans les congrès, tout ça. On a manqué ça. Alors, on a perdu une grosse partie des ventes pour appuyer la CCDA. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder avec, comment est-ce qu'on dit ça, la compagnie qui fait la torréfaction du café ici, en dehors d'Ottawa. Puis, il y en a peut-être une autre dans l'Atlantique. Vous êtes dans la Mauricie? Non, je suis dans le Bas-Saint-Laurent, un peu juste avant la Gaspésie. OK. Donc, la province, haute province la plus près, c'est Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, il n'y a pas aucune torréfaction que je connais, là, mais l'autre est à Nouvelle-Écosse. Okay, mais on pourrait en parler plus tard. On va connecter avec François. Sur le budget, je voulais juste dire que normalement, on est comme 440 000 $ par année. Cette année, on a eu le fonds pour le COVID, ce qui nous a donné un excès de revenus, on peut le dire, mais aussi de dépenses. Alors, on est plutôt comme 600 000 $ par année. Alors, mais après ça, après le COVID, l'année prochaine, ça va descendre de nouveau. C'est toujours entre 400, 500, 500 000, ce serait maximum, absolument maximum. On est tout petit. Merci, Louise. Là, je regarde l'heure. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de questions? Isabelle, Il nous reste une personne qui souhaite poser une question. Alors, je vais aller du côté de Maryse. Maryse, je vais te demander d'enlever le sourdine sur ton micro et puis de poser directement ta question. À toi la parole, Maryse. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super. Ben, je m'appelle Maryse. La Caroline me connaît bien. J'étais représentante SST pour les postdocs de l'Université de Montréal. Caroline, je te vois. C'est super ce que vous faites. Là, puis j'avais une question pratico-pratique. Si vous avez besoin de volontaires en tant que là, de besoin directement, comment procéder? Qui est-ce qu'il faut qu'on contacte pour pouvoir être joignable? Là, sans hésitation. Comment vous procédez? Qui est-ce que vous contactez? C'est-à-dire comment participer à la délégation éducation à l'œuvre au Guatemala, c'est ça? Oui, oui, si vous avez besoin de quelqu'un physiquement en instant T, ou alors même au Québec, là, si ça vous prend des bras de plus, voilà. Oui. Oui. Je vais répondre à ça. On n'a pas vraiment de capacité pour absorber les volontaires, on ne peut pas le faire. Mais c'est que ce que dit Caroline avant, je pense que c'est très important. Parce que Caroline a souligné toutes les activités que le syndicat est en train d'aborder. Où est-ce qu'il y a besoin de volontaires? C'est absolument crucial. On ne peut pas créer un mouvement social sans des volontaires. Alors, je dirais que, Caroline, pourquoi tu ne réponds pas dans le contexte du Québec? Ben, je peux compléter, en fait, d'autant plus ça va répondre à François. Il m'avait adressé une question précisément.
En fait, ce qui est important, là, je pense, puis ce qui me permet depuis plusieurs années d'être impliquée, c'est d'être bien entourée puis de sentir qu'il y a des gens qui sont mobilisés, puis quand on demande de participer à, que ce soit aux assemblées générales, à un webinaire, à envoyer des courriels, qu'on sente que les gens soient là. Donc, ça nous permet de continuer. Puis, c'est ça. En fait, c'est vrai autant localement que quand on parle des changements climatiques, là, à la prochaine COP, il va falloir que la population soit mobilisée pour que ça ait un impact local, mais peut-être aussi international. C'est sûr que mes fonctions syndicales me permettent de m'impliquer dans différents comités, mais à un moment donné aussi, c'est important de prendre soin de soi puis de faire des choix, mais d'être bien entouré et de savoir que quelqu'un peut prendre le relais là, quand nous, on est un petit peu en manque d'énergie. Donc, un peu comme on avait l'habitude de travailler, Maryse, entre autres. Merci, merci. Le temps file. Merci pour toutes ces bonnes idées, le input, mais on doit malheureusement conclure. Je voulais juste, si on peut mettre la dernière diapo, juste faire un résumé des ressources, quelques ressources qui sont disponibles. Comme Louise a mentionné, on vous encourage d'aller visiter notre site web, notre section sur le site web national du Fonds de justice sociale qui est mis à jour au moins une fois par mois avec les nouvelles récentes. On vous incite aussi à partager l'enregistrement de ce webinaire. Il sera bientôt disponible en ligne sur le compte YouTube de l'AFPC Éducation, donc une façon d'appuyer la cause et aussi de continuer à participer à des webinaires organisés par la fantastique équipe d'éducation de l'AFPC. Donc, en conclusion, je vais juste penser à une sagesse d'un autre grand défenseur de la justice sociale, Martin Luther King, et je cite, « Une injustice, peu importe où elle se produit, c'est une menace pour la justice partout ailleurs. » Et avec cette réflexion, je redonne le micro à Isabelle et Pierre. Merci. Gracias, Miigwech. Merci beaucoup, Laura. Alors, vous savez, après le webinaire, vous allez recevoir un courriel avec un sondage. On vous demanderait de le remplir parce que ça va nous aider à s'améliorer. Également, je tiens à remercier Caroline et Frédéric pour leur générosité. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. C'est très apprécié. Merci également à toutes les personnes qui ont participé au webinaire et à l'équipe de la FPC. J'ai nommé Pierre Lebel, Laura, Louise. Sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Alors, ça a été vraiment une belle soirée. Merci beaucoup tout le monde et au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. Merci à vous. Bye bye. Merci. Bonne soirée. Bye. Content des fêtes.